Imaginez Paris lorsque la nuit tombe. Les rues semblent familières, les monuments immuables. Et pourtant, derrière les façades que vous connaissez par cœur, une autre ville subsiste, invisible, silencieuse, patiemment construite au fil des siècles par des hommes et des femmes qui ne voulaient pas laisser de traces. Dans cette histoire, nous allons explorer Paris occulte, celui des sociétés secrètes, des cercles initiatiques et des réseaux discrets qui, selon les archives et les témoignages historiques, auraient influencé l'architecture, le pouvoir, la pensée et même la destinée de la capitale. Nous parlerons de savoirs interdits, de symboles dissimulés dans la pierre, de peurs intimes et de quêtes spirituelles qui ont traversé les époques. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous guider dans cette plongée au cœur du Paris invisible. Si ce voyage vous intrigue, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Aux origines de Paris invisible. Paris n'a jamais été une ville ordinaire. Bien avant d'être une capitale politique, économique ou culturelle, elle fut un espace de passage, de superposition et de dissimulation. Pour comprendre l'existence supposée de sociétés secrètes ayant façonné la ville, il faut d'abord accepter une idée centrale, qui servira de fil rouge à toute cette histoire. Paris s'est construite autant par ce qui est montré que par ce qui est volontairement caché. Aux origines, la ville que nous appelons aujourd'hui Paris n'était qu'un ensemble de terres marécageuses, d'îlots et de collines, occupées par des communautés qui vivaient en étroite relation avec la nature et ses forces invisibles. À cette époque ancienne, le pouvoir ne se mesurait pas seulement par la force ou la richesse, mais par la capacité à comprendre le monde, à interpréter les signes, à dialoguer avec ce que l'on croyait être des forces supérieures. Le savoir était rare, précieux et surtout réservé à quelques-uns. Dès ces premiers temps, une séparation s'installe entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Cette fracture ne disparaîtra jamais vraiment. Elle changera de visage, de langage et de symbole, mais elle restera au cœur de l'histoire parisienne. Paris devient peu à peu un lieu où l'on conserve, transforme et transmet des connaissances jugées trop dangereuses, trop complexes ou trop dérangeantes pour être offertes à tous. Avec l'arrivée des Romains et la transformation de Lutèce en cité structurée, cette logique s'intensifie. Les villes romaines ne sont jamais construites au hasard. Chaque rue, chaque forum, chaque temple répond à des principes précis mêlant pragmatisme, religion et symbolisme. Derrière l'ordre apparent, une vision du monde s'impose, celle d'un univers hiérarchisé, régi par des lois invisibles que seuls certains initiés peuvent pleinement comprendre. Paris hérite alors d'un premier plan mental, une ville pensée comme un miroir du cosmos. Lorsque le christianisme s'impose progressivement, il ne fait pas table rase du passé. Au contraire, il absorbe, transforme et recode une partie des croyances plus anciennes. Les anciens symboles changent de nom, mais rarement d'emplacement. Les anciens symboles sont dissimulés derrière de nouveaux récits. Cette continuité silencieuse alimente l'idée que Paris n'est pas seulement une ville reconstruite, mais une ville réécrite, couche après couche, comme un manuscrit ancien dont certaines phrases auraient été volontairement grattées sans jamais disparaître totalement. C'est dans ce contexte que naît la fascination pour le secret. Le secret n'est pas encore une conspiration, il est une nécessité. Protéger le savoir, c'est protéger le pouvoir, mais aussi se protéger soi-même. À une époque où une idée peut conduire à l'exil, à la prison ou à la mort, apprendre à parler à demi-mot devient une compétence vitale. Paris devient alors un terrain idéal pour les cercles fermés, les fraternités discrètes et les groupes partageant une même vision du monde, souvent en opposition avec l'ordre établi. Peu à peu, la ville se peuple d'hommes et de femmes dont les motivations dépassent la simple survie matérielle. Certains cherchent à comprendre la structure intime de l'univers, d'autres veulent influencer le cours des événements sans apparaître sur la scène officielle. D'autres encore tentent de concilier foi, raison et expérience intérieure. Tous ont un point commun. Ils utilisent Paris comme un laboratoire, un refuge et parfois une arme. La peur joue également un rôle central dans cette histoire. Peur du chaos, peur de la perte du sens, peur d'un monde livré à l'ignorance.
Les sociétés discrètes ne naissent pas uniquement d'une volonté de domination, mais aussi d'un besoin de préserver ce qu'elles considèrent comme essentiel. Cette peur se transmet de génération en génération, tout comme les rituels, les symboles et les récits fondateurs. Paris devient ainsi une ville hantée non seulement par ses morts, mais par les angoisses de ceux qui l'ont façonnée. À mesure que la ville grandit, elle apprend à dissimuler ses cicatrices. Les ruines sont intégrées aux fondations, les anciens chemins deviennent des rues, les lieux de culte sont remplacés par d'autres édifices. Pourtant, rien ne disparaît vraiment. Chaque transformation ajoute une nouvelle couche de sens, rendant la lecture de la ville toujours plus complexe. Cette complexité nourrit l'idée que Paris possède une géométrie cachée, un langage silencieux accessible seulement à ceux qui savent où regarder. Ce premier bloc donne donc les bases de notre voyage. Il ne s'agit pas encore de nommer des sociétés précises, ni de désigner des responsables identifiables. Il s'agit de comprendre pourquoi Paris, plus qu'une autre ville, a pu devenir le théâtre idéal de réseaux secrets, d'initiations silencieuses et de transmissions clandestines. Une ville ancienne, dense, continuellement reconstruite, où le passé n'est jamais totalement effacé. Dans les blocs suivants, nous descendrons plus profondément dans cette histoire. Nous verrons comment ces dynamiques primitives se sont incarnées dans des cultes, des ordres, des fraternités et des cercles intellectuels bien réels. Mais il fallait d'abord comprendre ceci. Paris n'a pas attendu les sociétés secrètes pour devenir une ville du secret. Elle l'était déjà, dès le moment où certains ont décidé que tout ne devait pas être dit. Les prêtres antiques et les mystères gallo-romains. Lorsque l'on quitte le terrain des origines abstraites pour entrer dans l'histoire plus tangible, Paris révèle une première strate concrète de pratiques secrètes liées au sacré. À l'époque où Lutèce devient une cité gallo-romaine pleinement intégrée au monde impérial, la ville s'inscrit déjà dans un réseau de croyances structurées, hiérarchisées et surtout réservées à des cercles précis. Le secret ne se manifeste plus seulement comme une nécessité instinctive, il devient une méthode. Dans le monde antique, la religion n'est jamais uniforme. À côté des cultes publics, visibles, destinés à garantir la cohésion sociale, existent des cultes dits à mystère. Leur particularité ne réside pas seulement dans leurs rituels, mais dans leur logique profonde. Tout ne peut être compris que par l'initiation. Le savoir sacré n'est pas transmis par des textes ouverts, mais par l'expérience, la parole contrôlée et le silence. Lutèce, bien que périphérique par rapport à Rome, n'échappe pas à cette structure mentale. Les prêtres et les initiés de ces cultes occupent une place ambiguë. Officiellement, ils servent les dieux et la communauté. Officieusement, ils détiennent un pouvoir symbolique considérable. Ils interprètent les signes, décident des calendriers rituels et influencent les décisions collectives par leur autorité spirituelle. Leur motivation première n'est pas toujours la domination, mais la préservation de l'ordre cosmique tel qu'ils le comprennent. Pourtant, cette responsabilité engendre une peur constante, celle de la profanation, de la perte du contrôle ou de la révélation à des esprits jugés non préparés. À Lutèce, les traces archéologiques montrent une existence de temples, de thermes et d'espaces rituels organisés selon des principes précis. L'orientation, la proximité de l'eau, la relation entre les collines et la Seine ne relèvent pas du hasard. Ces choix traduisent une vision symbolique du monde où la géographie devient un langage. Comprendre ce langage, c'est déjà entrer dans un cercle restreint. Les prêtres antiques ne se contentent pas de célébrer, ils codent l'espace. Les mystères gallo-romains se distinguent aussi par leur rapport à l'individu. Contrairement au culte civique, ils promettent souvent une transformation personnelle, une meilleure compréhension de la mort, de l'âme, du destin. Cette promesse attire des hommes et des femmes en quête de sens, parfois en marge du pouvoir politique. Paris devient alors un point de convergence entre autorité religieuse et quête intime. Ce croisement est essentiel pour comprendre la suite de l'histoire. Les sociétés secrètes parisiennes naîtront toujours de cette tension entre le collectif et l'individuel. La transmission du savoir dans ces cultes repose sur la répétition contrôlée. Les récits sont racontés différemment selon le degré d'initiation. Les symboles ne sont jamais expliqués frontalement. Ils doivent être vécus, ressentis, intégrés. Cette méthode crée un lien fort entre les initiés, mais aussi une dépendance. Quitter le cercle, c'est perdre l'accès au sens. Cette peur de l'exclusion renforce la cohésion interne et garantit la survie du groupe même lorsque les contextes politiques changent.
Lorsque le christianisme commence à s'imposer, ces cultes ne disparaissent pas brutalement. Beaucoup se transforment, se fragmentent ou se dissimulent. Certains prêtres se convertissent, d'autres adaptent leurs pratiques. Les lieux sacrés sont parfois réutilisés, parfois enterrés sous de nouveaux édifices. Mais les logiques initiatiques, elles, subsistent. Le secret change de vocabulaire, pas de fonction. Paris hérite alors d'une mémoire souterraine, des récits partiellement effacés, des gestes dont le sens se brouille, mais dont la structure demeure. Il est important de comprendre que ces prêtres antiques ne se percevaient pas comme des conspirateurs. Leur rapport au secret n'est pas politique au sens moderne, il est ontologique. Ils croient sincèrement que certaines vérités peuvent détruire ceux qui les reçoivent sans préparation. Cette conviction nourrit leur prudence, mais aussi leur orgueil. Être initié, c'est se considérer comme différent, parfois supérieur, souvent isolé. Cette solitude intérieure sera un trait récurrent des figures occultes parisiennes à travers les siècles. Paris, à ce stade de son histoire, n'est donc pas encore une ville de société secrète structurée, mais elle possède déjà les fondations mentales. Le lien entre espace urbain, symbolisme et hiérarchie du savoir est établi. La ville apprend à fonctionner sur deux niveaux. Un, le visible, rassurant, accessible, l'autre réservé, fragmenté, exigeant. Cette dualité ne cessera jamais de s'approfondir. Ce second bloc nous montre que le secret à Paris ne naît pas d'un complot unique, mais d'une accumulation de pratiques, de peurs et de croyances. Les prêtres gallo-romains ont inscrit dans la pierre et dans les esprits une idée fondamentale. Le monde est lisible, mais seulement pour ceux qui savent comment le lire. Dans le bloc suivant, nous verrons comment cette logique s'inscrit durablement dans l'architecture chrétienne et comment la pierre elle-même devient un texte codé. Les bâtisseurs chrétiens et le langage caché des cathédrales. Lorsque le christianisme s'impose durablement à Paris, la ville entre dans une nouvelle phase de transformation profonde. À première vue, cette période semble marquer une rupture avec les traditions antiques. Les anciens cultes sont condamnés, leurs rites qualifiés d'erreur ou de superstition. Pourtant, sous cette apparente discontinuité, une continuité plus subtile se met en place. Le secret ne disparaît pas. Il change de forme, de justification et de langage. Les bâtisseurs chrétiens héritent d'un paradoxe fondamental. Leur mission officielle est de glorifier un Dieu unique, accessible à tous par la foi. Mais la construction même des grands édifices religieux repose sur un savoir technique, mathématique et symbolique inaccessible à la majorité. Cette tension entre universalité du message et exclusivité du savoir crée un terrain fertile pour l'émergence de cercles fermés au cœur même de l'Église et de ses chantiers. Les maîtres d'œuvre, tailleurs de pierre et architectes médiévaux ne sont pas de simples exécutants. Ils forment des communautés soudées, itinérantes, partageant des codes, des signes de reconnaissance et un vocabulaire propre. Leur motivation dépasse souvent le salaire ou la commande royale. Ils voient leur travail comme une participation à un ordre supérieur, une manière d'inscrire dans la matière une vision du monde cohérente et stable. Mais cette vision n'est jamais entièrement expliquée à ceux qui prient sous les voûtes qu'ils ont élevées. La cathédrale devient alors un livre de pierre. Chaque proportion, chaque orientation, chaque détail sculpté répond à une logique précise. La lumière n'entre jamais par hasard, elle est dirigée, filtrée, mise en scène. Les nombres utilisés dans les plans ne sont pas uniquement pratiques, ils renvoient à des concepts théologiques, cosmologiques et parfois hérités de traditions plus anciennes. Comprendre ces choix suppose une initiation progressive, réservée à ceux qui ont appris à lire ce langage silencieux. À Paris, l'exemple le plus emblématique de cette approche reste la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Visible par tous, elle cache pourtant une complexité symbolique que seuls quelques initiés pouvaient pleinement saisir à l'époque de sa construction. Les bâtisseurs savaient que la majorité des fidèles percevraient la grandeur et la beauté, sans en comprendre les mécanismes internes. Cette dissociation entre émotion collective et compréhension profonde renforce le pouvoir de ceux qui détiennent le savoir. La peur joue un rôle central dans cette organisation. Peur du désordre, peur de l'hérésie, peur de l'enfoncement, au sens matériel comme spirituel. Les bâtisseurs vivent avec la conscience permanente que la moindre erreur peut provoquer une catastrophe visible, mais aussi, selon leurs croyances, un déséquilibre invisible.
Cette responsabilité nourrit une discipline rigoureuse et une transmission du savoir extrêmement contrôlée. Tout n'est pas écrit, beaucoup de connaissances passent par la parole, le geste répété, l'observation attentive. Les motivations personnelles de ces hommes sont complexes. Certains cherchent la reconnaissance divine, d'autres la postérité, d'autres encore une forme de maîtrise sur un monde instable. Dans une société marquée par la guerre, les épidémies et l'incertitude, ériger une cathédrale, c'est tenter d'imposer une permanence. Mais cette permanence exige des règles, des hiérarchies et des secrets. Le chantier devient un microcosme où s'expérimentent des formes de pouvoir discrètes mais efficaces. Progressivement, Paris se couvre de bâtiments religieux qui ne sont pas seulement des lieux de culte, mais des repères symboliques. Leur implantation structure la ville, influence les déplacements, organise les quartiers. Le pouvoir spirituel se matérialise dans l'espace urbain. Ceux qui comprennent cette logique peuvent anticiper, orienter et parfois manipuler les dynamiques sociales. Le secret devient alors un outil stratégique, même s'il reste enveloppé de justifications religieuses. Il serait toutefois erroné de réduire ces bâtisseurs à de simples calculateurs. Beaucoup sont habités par une foi sincère et une angoisse existentielle profonde. Ils se demandent si leur œuvre sera jugée digne, si leur interprétation des symboles est correcte, si leur savoir ne les éloigne pas de l'humilité exigée par leur religion. Cette tension intérieure nourrit un rapport ambivalent au secret, à la fois refuge et fardeau. Avec le temps, certaines de ces communautés se dissolvent, d'autres évoluent, mais leur méthode laisse une empreinte durable. L'idée que la ville puisse être structurée par des principes invisibles s'enracine profondément dans la culture parisienne. Les générations suivantes hériteront non seulement les bâtiments, mais aussi cette manière de penser l'espace comme un message codé. Ce troisième bloc montre comment le secret, loin de disparaître avec la christianisation de Paris, s'intègre au cœur même de cette expression la plus visible. La pierre devient parole, le silence devient méthode, et la ville continue de se construire sur deux niveaux de lecture. Dans le bloc suivant, nous verrons comment cette logique atteint un nouveau degré de concentration avec l'apparition d'un ordre à la fois religieux, militaire et économique, dont l'influence sur Paris marquera durablement l'imaginaire collectif. Les Templiers et la naissance d'un Paris stratégique. Avec l'arrivée des Templiers, Paris entre dans une phase où le secret cesse d'être uniquement symbolique ou spirituel pour devenir ouvertement stratégique. Pour la première fois dans cette histoire, un groupe structuré, reconnu officiellement, mais fonctionnant selon des règles internes extrêmement strictes, concentre à la fois pouvoir religieux, influence militaire et maîtrise financière. Cette combinaison transforme profondément la ville et marque un tournant décisif dans la manière dont Paris est pensé, utilisé et contrôlé. L'ordre du Temple naît dans un contexte de peur et d'instabilité. Les routes sont dangereuses, la terre sainte est disputée et la foi chrétienne se sent menacée. Les Templiers se présentent comme des protecteurs, des moines soldats prêts à sacrifier leur vie. Mais derrière cette image se cache une organisation d'une efficacité redoutable, fondée sur la discipline, l'obéissance absolue et la circulation contrôlée de l'information. Chaque membre connaît son rôle, mais rarement l'ensemble du plan. Paris devient rapidement l'un des centres névralgiques de cet ordre, non pas par hasard, mais parce que la ville offre une position idéale. Proche du pouvoir royal, au cœur des réseaux commerciaux européens, et déjà structurée par des traditions de savoir caché. Les Templiers comprennent que contrôler Paris, ce n'est pas seulement contrôler un territoire, mais influencer un flux, celui de l'argent, des idées et des décisions politiques. Leur implantation parisienne n'est pas spectaculaire au sens ostentatoire, elle est méthodique. Ils acquièrent des terres, bâtissent des enceintes, organisent des espaces fermés au sein même de la ville. Le temple n'est pas qu'un bâtiment, c'est un monde à part, régi par ses propres règles, où l'accès est filtré, l'observation permanente et le silence valorisé. À l'intérieur, la hiérarchie est claire, mais les motivations personnelles restent souvent tues. Le doute est perçu comme une faiblesse, la curiosité comme un danger. Ce qui distingue profondément les Templiers des groupes précédents, c'est leur rapport à l'argent.
Ils développent des mécanismes financiers d'une modernité surprenante, fondés sur la confiance interne et la discrétion absolue. Déposer de l'or à Paris pour le récupérer ailleurs devient possible grâce à leur réseau. Cette maîtrise du flux monétaire leur confère un pouvoir inédit, mais aussi une vulnérabilité immense. Plus ils sont utiles, plus ils deviennent suspects. Les Templiers vivent dans une tension permanente entre foi et pragmatisme. Officiellement, ils ont fait vœu de pauvreté. Dans les faits, ils gèrent des richesses considérables. Cette contradiction nourrit des peurs internes profondes. La peur de la corruption morale, la peur de trahir leur mission initiale, mais aussi la peur d'être incompris ou haïs par ceux qu'ils servent. À Paris, ces peurs se cristallisent, car la proximité avec le pouvoir royal expose l'ordre à des regards de plus en plus méfiants. Leur savoir ne se limite pas à la guerre ou à la finance. Les Templiers accumulent des archives, des cartes, des informations sur les routes, les alliances et les faiblesses des royaumes. À une époque où l'information est rare, cette accumulation devient une forme de pouvoir silencieux. Paris, en tant que centre administratif et intellectuel, leur permet de traiter, classer et protéger ce savoir. Mais plus ce savoir grandit, plus la nécessité du secret devient absolue. La peur extérieure rejoint alors la peur intérieure. Les rumeurs circulent, on accuse les Templiers de pratiques obscures, de rites cachés, de connaissances interdites. Certaines accusations relèvent clairement de la construction politique, d'autres s'appuient sur la réalité d'un ordre qui refuse de se rendre totalement lisible. Le silence, autrefois force, devient un piège. À Paris, les murs qui protégeaient commencent à enfermer. Les motivations individuelles des Templiers sont souvent oubliées derrière l'image monolithique de l'ordre. Pourtant, beaucoup sont des hommes déchirés. Ils ont quitté leur famille, accepté une vie de discipline extrême, convaincus de servir un idéal supérieur. La perspective de l'écroulement de l'ordre provoque chez eux une angoisse existentielle profonde. Si le temple disparaît, que reste-t-il de leur vie, de leur sacrifice, de leur identité ? Lorsque la chute survient, elle est brutale, mais pas totalement attendue. L'arrestation des Templiers à Paris marque un choc symbolique immense. Pour la première fois, un ordre perçu comme intouchable est publiquement humilié. Pourtant, cette disparition officielle ne signifie pas la fin de leur influence. Elle ouvre au contraire une nouvelle phase du mythe, celle de la survivance, de la transmission clandestine, de la continuité cachée. Paris conserve alors une cicatrice invisible. Les lieux subsistent, parfois transformés, parfois détruits, mais la mémoire demeure. L'idée qu'un groupe a pu concentrer autant de pouvoir avant d'être réduit au silence alimente durablement l'imaginaire collectif. Elle renforce la conviction que la ville est le théâtre de forces qui dépassent les apparences et que certains secrets, une fois enfouis, ne disparaissent jamais complètement. Ce quatrième bloc montre comment Paris devient avec les Templiers une ville stratégique au sens plein du terme. Le secret n'est plus seulement une question de symbole ou de foi, mais un instrument de gestion du monde. Dans le bloc suivant, nous verrons comment la chute de cet ordre ne met pas fin à cette logique, mais la transforme, en la rendant plus diffuse, plus insaisissable et peut-être encore plus puissante. La chute des Templiers et la survivance du secret. La chute des Templiers ne doit pas être comprise comme une simple fin brutale, mais comme une mutation. À Paris, plus que dans toute autre ville, cet effondrement agit comme un révélateur. Il met à nu une vérité que beaucoup pressentaient sans oser la formuler. Un secret, lorsqu'il est trop puissant pour être détruit frontalement, ne disparaît pas. Il se fragmente, se déplace, change de forme. Et c'est précisément ce qui se produit dans la capitale après l'arrestation de l'ordre. Lorsque les Templiers sont frappés, Paris est déjà profondément marqué par leur présence. Leurs bâtiments, leurs réseaux financiers, leurs archives et surtout leurs hommes ont irrigué la ville pendant des décennies. L'idée selon laquelle tout aurait été anéanti en un instant relève d'une vision simplifiée de l'histoire. En réalité, ce sont surtout les structures visibles qui sont démantelées, les habitudes mentales, les méthodes de dissimulation et les logiques de fonctionnement survivent. La peur change alors de camp. Jusqu'ici, les Templiers craignaient la corruption interne et la trahison de leur idéal. Désormais, c'est l'État qui redoute ce qu'il ne peut plus contrôler.
Les interrogatoires, les procès et les confessions forcées traduisent une angoisse politique profonde, celle que quelque chose est échappé définitivement au pouvoir royal. Paris devient le théâtre d'une mise en scène de la transparence où l'on prétend tout révéler, précisément parce que l'on sait que tout ne peut pas l'être. Les accusations portées contre l'ordre, qu'elles soient fondées ou non, ont une fonction claire, briser la crédibilité morale des Templiers. Car le véritable danger n'est pas tant leur richesse que la confiance qu'ils inspiraient. Détruire un réseau financier est possible, détruire une croyance collective l'est beaucoup moins. À Paris, cette stratégie produit un effet paradoxal. Plus l'ordre est publiquement humilié, plus il devient, dans l'imaginaire, porteur de secrets indicibles. Pour les anciens Templiers survivants, commence une période de désorientation totale. Leur identité était indissociable de l'ordre. Sans lui, ils se retrouvent face à un vide existentiel. Certains tentent de se fondre dans la société civile, d'autres rejoignent des ordres religieux existants, mais tous portent avec eux une expérience singulière, celle d'avoir appartenu à une structure fondée sur le silence, la discipline et la loyauté absolue. Ces réflexes ne disparaissent pas, ils se transmettent. À Paris, cette transmission est facilitée par la densité humaine et intellectuelle de la ville. Les anciens Templiers croisent des clercs, des juristes, des bâtisseurs, des marchands. Ils n'enseignent pas explicitement ce qu'ils savent, mais ils influencent par leur manière de penser. Leur rapport au secret, à la hiérarchie et à la confiance marque durablement les cercles qu'ils intègrent. Le temple cesse d'exister comme institution, mais il survit comme modèle. C'est à ce moment précis que naît une confusion durable entre histoire et mythe. Les récits de trésors cachés, de documents disparus et de savoirs interdits se multiplient. Paris devient une ville où l'on cherche. On cherche des traces, des signes, des continuités. Cette quête est alimentée par une frustration collective, celle de ne jamais savoir ce qui a réellement été perdu. Le silence laissé par les Templiers devient un espace que l'imagination comble. Mais au-delà du mythe, une réalité plus discrète se met en place. Les méthodes de cloisonnement de l'information, déjà utilisées par l'ordre, sont reprises par d'autres groupes. On apprend à ne jamais centraliser totalement le savoir, à ne jamais confier l'ensemble d'un secret à une seule personne, à fonctionner par cercles imbriqués. Cette logique influence durablement la culture parisienne du pouvoir, bien au-delà du domaine religieux. La peur de la persécution devient un moteur. Les groupes qui émergent après la chute des Templiers savent désormais qu'aucune reconnaissance officielle ne garantit la sécurité. Ils privilégient l'ambiguïté, le double discours, parfois même l'invisibilité totale. Paris, avec ses ruelles, ses monastères, ses universités et ses chantiers, offre un terrain idéal pour cette stratégie. La ville protège ceux qui savent s'y dissoudre. Il est essentiel de comprendre que cette période ne crée pas immédiatement de nouvelles sociétés secrètes structurées. Elle crée quelque chose de plus subtil, une culture du soupçon et de la précaution, une manière de penser où le pouvoir ne s'exerce plus frontalement, mais par influence lente. Les acteurs de cette époque ont appris une leçon fondamentale. Être trop visible, c'est devenir vulnérable. Les motivations de ces hommes sont rarement purement politiques. Beaucoup cherchent avant tout à donner un sens à la violence qu'ils ont vécue. La chute des Templiers est traumatique. Elle détruit l'illusion qu'un idéal, aussi sacré soit-il, puisse survivre intact dans le monde réel. Cette désillusion nourrit une quête intérieure profonde. Certains se tournent vers la mystique, d'autres vers l'étude, d'autres encore vers l'expérimentation de nouvelles formes de fraternité. Paris devient alors un espace d'essai. On y teste des idées, des structures, des modes de transmission. Rien n'est encore figé, mais tout est en gestation. La ville apprend à porter le secret non plus comme un symbole religieux, mais comme une stratégie de survie intellectuelle et spirituelle. Cette mutation est essentielle pour comprendre ce qui suivra. Ainsi, la chute des Templiers ne marque pas la fin d'un âge occulte, mais le début d'une ère plus diffuse. Le secret cesse d'avoir un visage unique, il se disperse dans les pratiques, les mentalités et les silences. Paris a déjà l'habitude de vivre sur plusieurs niveaux de lecture, intègre cette nouvelle profondeur. Ce qui était autrefois concentré dans un ordre devient désormais un héritage partagé, mais fragmenté. Dans le bloc suivant, nous verrons comment cette survivance du secret trouve un nouveau terrain d'expression dans la quête alchimique, une quête qui, à Paris, ne concerne pas seulement la matière, mais l'âme même de la ville. Les alchimistes parisiens et la quête de la transmutation. Après la chute des Templiers,
Paris entre dans une période de flottement idéologique où le besoin de sens devient presque aussi pressant que le besoin d'ordre. Les structures visibles ont été ébranlées, la confiance dans les grandes institutions s'est fissurée et un vide s'est installé. C'est dans cet espace instable que l'alchimie trouve à Paris un terrain particulièrement fertile, non pas comme une simple recherche de richesse matérielle, mais comme une tentative désespérée de réconcilier un monde fragmenté. L'alchimie parisienne ne surgit pas de nulle part, elle hérite directement de la culture du secret laissée par les siècles précédents. Comme les cultes antiques et les ordres médiévaux, elle repose sur une conviction fondamentale. La vérité ne peut pas être transmise frontalement. Elle doit être dissimulée, voilée, protégée par des symboles. Cette logique séduit des hommes profondément marqués par l'effondrement des certitudes religieuses et politiques. À Paris, l'alchimiste n'est presque jamais un marginal vivant en dehors de la société. Il est souvent clerc, médecin, notaire, libraire ou artisan. Il évolue dans les marges respectables du savoir officiel. Cette position intermédiaire est essentielle. Elle lui permet d'accéder aux textes, aux réseaux intellectuels et aux espaces urbains nécessaires à sa pratique, tout en restant suffisamment discret pour éviter l'accusation d'hérésie. La peur est constante, mais elle est intégrée au mode de vie. Contrairement à une idée répandue, l'alchimie parisienne ne se réduit pas à la recherche de l'or. La transmutation matérielle n'est que la surface visible d'un objectif bien plus profond, la transformation intérieure. Les alchimistes croient que la matière et l'âme obéissent aux mêmes lois. Transformer le plomb en or, c'est apprendre à transformer l'ignorance en connaissance, la peur en maîtrise, le chaos intérieur en ordre. Cette quête résonne puissamment dans une ville qui cherche à se reconstruire après les traumatismes. Le langage alchimique est volontairement obscur. Les traités utilisent des métaphores, des images animales, des récits mythologiques et des symboles hérités de traditions multiples. Cette opacité n'est pas un défaut, mais une protection. À Paris, où les autorités religieuses surveillent étroitement les déviances doctrinales, parler clairement serait suicidaire. Le texte alchimique devient alors un filtre. Seuls ceux qui sont déjà engagés sur le chemin peuvent le comprendre. Les alchimistes parisiens vivent dans une tension permanente entre fascination et peur. Fascination pour un savoir qui promet la maîtrise du temps, de la matière et parfois de la mort. Peur de se perdre dans cette quête, de sombrer dans l'orgueil ou la folie. Beaucoup décrivent des nuits d'insomnie, des doutes constants, la crainte de confondre illusion et révélation. Cette dimension psychologique est centrale. L'alchimiste n'est pas un conquérant triomphant, mais un homme fragile, souvent solitaire. Paris offre à ses chercheurs un avantage unique, la densité intellectuelle. Les universités, les bibliothèques, les ateliers et les cercles savants permettent une circulation discrète des idées. Les rencontres sont rarement fortuites, elles se font par recommandation, par allusion, par reconnaissance de symboles partagés. Un mot, un dessin, une phrase mal comprise par le profane peut suffire à établir un lien. Le secret devient un langage social. Parmi les figures associées à cette tradition, le nom de Nicolas Flamel occupe une place particulière dans l'imaginaire parisien. Son histoire illustre parfaitement la frontière floue entre réalité historique et construction symbolique. Ce qui importe ici n'est pas de savoir s'il a réellement accompli la transmutation, mais de comprendre pourquoi son récit s'est rentassiné si profondément dans la mémoire de la ville. Flamel incarne l'espoir qu'un individu ordinaire puisse accéder à un savoir extraordinaire sans renverser l'ordre social. Les motivations attribuées à ces alchimistes sont rarement la domination ou la richesse ostentatoire. Beaucoup cherchent la stabilité intérieure, une réponse à l'angoisse de la mort ou une justification métaphysique aux souffrances du monde. Dans une ville marquée par les épidémies, les famines et les violences politiques, l'idée d'un ordre caché de l'univers exerce une attraction immense. Croire que tout obéit à des lois secrètes, c'est refuser l'absurde. Mais cette croyance a un prix. L'alchimiste vit dans la crainte constante de l'erreur. Une mauvaise interprétation peut mener à l'échec, voire à la ruine. Certains y perdent leur fortune, d'autres leur réputation, d'autres encore leur santé mentale. À Paris, les échecs sont souvent tus. On parle des réussites, réelles ou supposées, mais rarement des vies brisées par cette quête. Le silence protège autant l'idéal que les individus. La ville elle-même devient un laboratoire symbolique. Les alchimistes lisent Paris comme un texte.
Les ponts, les églises, les marchés et les ruelles sont interprétés comme autant de signes. Certains voient dans la Seine une image du flux alchimique, d'autres dans les îles un symbole de l'isolement nécessaire à l'œuvre. Cette lecture subjective renforce l'idée que Paris possède une structure cachée, perceptible seulement à ceux qui savent observer. Peu à peu, l'alchimie contribue à transformer la nature même du secret parisien. Il ne s'agit plus seulement de cacher un pouvoir institutionnel, mais de préserver une expérience intérieure. Le secret devient personnel, presque intime. Il ne protège pas seulement un groupe, mais un chemin individuel. Cette évolution est essentielle pour comprendre la suite de l'histoire, car elle prépare l'émergence de mouvements où la transformation de l'homme devient centrale. L'alchimie parisienne laisse une empreinte durable, même si elle décline en tant que pratique explicite. Ses symboles, ses métaphores et sa vision du monde irriguent la philosophie, la science naissante et les courants ésotériques ultérieurs. Elle enseigne à Paris une leçon fondamentale: le pouvoir le plus stable est celui qui agit de l'intérieur, lentement, sans jamais se rendre totalement visible. Ainsi, ce bloc montre que le secret parisien, après avoir été institutionnel et stratégique, devient introspectif et symbolique. La ville continue de se construire comme un espace à double lecture. Mais cette fois, la clé n'est plus seulement dans la pierre ou les réseaux, elle est dans l'esprit de ceux qui cherchent. Dans le prochain bloc, nous verrons comment cette quête intérieure se structure à nouveau en fraternité organisée avec l'apparition des courants rosicruciens et leur vision d'une connaissance à la fois scientifique et spirituelle. Les Rose-Croix et la science spirituelle cachée. Lorsque l'alchimie commence à perdre de sa visibilité publique à Paris, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle se fragmente en pratiques plus discrètes, un nouveau type de mouvement émerge. Il ne se présente plus comme une quête individuelle solitaire, mais comme une fraternité intellectuelle et spirituelle. Les Rose-Croix incarnent cette transition. Ils héritent de l'alchimie son langage symbolique, mais y ajoutent une ambition nouvelle: réconcilier la connaissance intérieure avec une vision globale du monde, à la fois scientifique, morale et spirituelle. Les Rose-Croix ne se manifestent jamais à Paris comme une institution clairement identifiable, avec des bâtiments, des statues publiques ou des dirigeants officiels. Leur force réside précisément dans cette absence de forme fixe. Ils apparaissent à travers des textes, des manifestes anonymes, des cercles de lecteurs et des correspondances cryptées. Cette stratégie est profondément marquée par la mémoire des persécutions passées. Le secret n'est plus seulement une protection, il devient une méthode de diffusion. Le contexte parisien est déterminant. La ville est alors un centre intellectuel majeur, traversé par des tensions entre foi, raison et émergence de la pensée scientifique. Les universités, les imprimeries et les salons favorisent la circulation rapide des idées, mais aussi leur surveillance. Les Rose-Croix comprennent que pour survivre, ils doivent parler à ceux qui savent lire entre les lignes. Leurs écrits sont volontairement ambigus, oscillant entre révélation et énigme. Ils ne cherchent pas à convaincre les masses, mais à reconnaître leurs semblables. La motivation centrale des Rose-Croix est la guérison, non pas au sens médical strict, mais au sens global. Ils perçoivent le monde comme malade, déséquilibré par l'ignorance, la cupidité et la peur. Paris, avec ses contrastes violents entre richesse et misère, savoir et superstition, devient pour eux un symptôme autant qu'un terrain d'action. Leur ambition n'est pas de renverser l'ordre établi par la force, mais de le transformer lentement en agissant sur les esprits. Cette vision implique une discipline intérieure rigoureuse. Être Rose-Croix ne signifie pas appartenir à un groupe visible, mais adopter une posture existentielle. L'initié doit apprendre à maîtriser ses passions, à douter de ses certitudes et à accepter l'idée que la connaissance véritable est toujours incomplète. Cette exigence crée une élite silencieuse, souvent isolée, parfois incomprise même par ses proches. La solitude devient le prix à payer pour l'accès à une forme de liberté intellectuelle. La peur occupe une place centrale dans cette expérience. Peur d'être découvert, bien sûr, mais aussi peur plus profonde de l'erreur. Les Rose-Croix sont obsédés par l'idée de se tromper de chemin, de confondre l'orgueil personnel avec l'illumination authentique. Cette angoisse nourrit un rapport complexe à l'autorité. Ils rejettent les dogmes imposés, mais se méfient également de l'anarchie spirituelle. À Paris, cette tension se traduit par une recherche constante d'équilibre entre liberté et structure.
Les Rose-Croix s'inscrivent dans la continuité des traditions précédentes tout en s'en distinguant clairement. Contrairement aux Templiers, ils ne cherchent pas à contrôler des ressources matérielles. Contrairement aux alchimistes solitaires, ils ne se replient pas entièrement sur l'expérience individuelle. Leur originalité réside dans leur volonté de créer un réseau invisible d'individus transformés intérieurement, capables d'influencer la société sans jamais apparaître comme un groupe organisé. Cette influence est subtile. Elle passe par l'éducation, par l'écriture, par le conseil discret. À Paris, certains cercles intellectuels adoptent des idées rosicrucielles sans toujours en connaître l'origine. L'idée que la science et la spiritualité ne sont pas incompatibles, que la raison peut coexister avec le mystère, s'insinue progressivement dans le paysage culturel. Le secret agit ici comme un catalyseur. Il permet à l'idée de circuler sans se figer. Les Rose-Croix développent également un rapport particulier au temps. Contrairement au mouvement révolutionnaire, ils ne cherchent pas des résultats immédiats. Leur horizon est long, parfois générationnel. Cette patience est à la fois une force et une source de frustration. Beaucoup doutent, certains abandonnent, d'autres s'accrochent à la conviction que les transformations les plus profondes sont celles qui ne se voient pas. Paris, ville de strates successives, renforce cette perception d'un temps étiré. La ville joue un rôle actif dans cette vision. Les Rose-Croix lisent Paris comme un organisme vivant, traversé de flux d'énergie, de pensée et de mémoire. Les quartiers, les axes, les lieux de savoir sont interprétés comme des points de concentration ou de dispersion. Cette lecture symbolique n'est jamais figée, elle évolue avec la ville elle-même. Le secret n'est donc pas un héritage statique, mais une adaptation constante. Il est crucial de souligner que les Rose-Croix ne constituent pas une conspiration au sens moderne. Ils ne cherchent pas à manipuler les événements politiques de manière directe. Leur pouvoir, s'il existe, est diffus. Il réside dans leur capacité à influencer des individus qui eux-mêmes occuperont des positions clés dans la société. Cette influence indirecte rend leur action difficile à tracer, mais pas inexistante. Les critiques à leur égard ne manquent pas. Certains les accusent d'élitisme, d'autres d'utopisme naïf. À Paris, ces critiques reflètent une peur plus large, celle que le savoir échappe au contrôle public. Les Rose-Croix acceptent cette incompréhension comme une conséquence inévitable de leur choix. Pour eux, être compris par tous serait un échec, car cela signifierait que le message a été simplifié au point de perdre sa substance. Ce bloc montre comment le secret parisien atteint un nouveau degré de raffinement. Il ne s'agit plus seulement de cacher des rites ou des ressources, mais de dissimuler une manière de penser. Le secret devient une pédagogie inversée. Il n'enseigne pas directement, il oblige à chercher. Paris, avec sa densité culturelle et son histoire accumulée, devient le lieu idéal pour cette pédagogie silencieuse. Dans le bloc suivant, nous verrons comment cette logique de fraternité discrète et d'influence indirecte trouve un prolongement plus structuré encore, avec l'émergence de la franc-maçonnerie qui reprendra nombre de ses principes tout en leur donnant une forme nouvelle adaptée aux bouleversements politiques et sociaux à venir. La franc-maçonnerie et la recomposition du pouvoir symbolique. Lorsque la franc-maçonnerie s'implante durablement à Paris, elle ne surgit pas comme une rupture radicale, mais comme une synthèse. Elle hérite des bâtisseurs chrétiens le goût du symbole, des alchimistes la quête de transformation intérieure, et des Rose-Croix l'idée qu'un réseau discret peut influencer la société sans jamais s'imposer frontalement. Ce qui change, en revanche, c'est l'échelle. Avec la franc-maçonnerie, le secret cesse d'être marginal pour devenir un mode d'organisation intellectuelle structuré capable de s'adapter aux bouleversements profonds du monde moderne. La franc-maçonnerie s'inscrit dans un contexte parisien en pleine mutation. La ville n'est plus seulement un centre religieux ou symbolique, elle devient un foyer politique, scientifique et culturel où les anciennes certitudes vacillent. L'autorité monarchique est contestée, le savoir se laïcise et la circulation des idées s'accélère. Dans ce climat instable, la franc-maçonnerie propose un cadre rassurant, une structure ordonnée, ritualisée, capable de donner du sens à un monde perçu comme de plus en plus chaotique. À Paris, les loges maçonniques ne se présentent jamais comme des lieux de complot. Elles se définissent comme des espaces de réflexion, de perfectionnement moral et d'échange entre hommes de conditions diverses. Cette diversité est l'une de leurs grandes forces. Nobles, bourgeois, artisans instruits et intellectuels s'y côtoient,
unis par une promesse implicite. À l'intérieur de la loge, les hiérarchies sociales sont suspendues. Cette suspension, même temporaire, constitue une expérience profondément déstabilisante dans une société encore largement structurée par la naissance. La peur, ici encore, est omniprésente. Peur de l'arbitraire du pouvoir, peur de l'ignorance, peur de la violence incontrôlée. La franc-maçonnerie parisienne se développe dans un contexte où les conflits idéologiques peuvent rapidement devenir mortels. Le secret devient alors une mesure de protection, mais aussi une manière de préserver la qualité du dialogue. Tout ne peut pas être dit partout. Tout le monde n'est pas prêt à entendre certaines idées. Cette prudence est souvent mal comprise, mais elle est au cœur de la méthode maçonnique. Les motivations des francs-maçons parisiens sont multiples et parfois contradictoires. Certains y cherchent un espace de liberté intellectuelle inaccessible ailleurs, d'autres y voient un moyen de tisser des relations utiles dans un monde politique de plus en plus complexe, d'autres encore sont animés par une véritable quête morale, convaincus que l'amélioration de l'individu est la seule voie vers l'amélioration de la société. Cette pluralité de motivations crée des tensions internes, mais elle permet aussi à la franc-maçonnerie de s'adapter à des profils très différents. Paris joue un rôle déterminant dans cette adaptation. La densité des institutions, des académies, des salons et des centres de pouvoir fait de la ville un lieu où l'influence circule rapidement. Un franc-maçon n'a pas besoin de donner des ordres pour agir. Il lui suffit parfois de formuler une idée au bon moment devant la bonne personne. Cette influence indirecte est l'une des caractéristiques les plus difficiles à saisir, mais aussi les plus efficaces du pouvoir symbolique maçonnique. Contrairement aux Templiers, la franc-maçonnerie ne cherche pas à accumuler des richesses matérielles en tant qu'institution. Son capital est avant tout relationnel et symbolique. Les symboles qu'elle utilise, hérités du monde de la construction, rappellent constamment que la société est un édifice en perpétuel chantier. Chaque membre est à la fois une pierre brute à travailler et un bâtisseur responsable de l'ensemble. Cette métaphore simple mais puissante structure profondément la vision du monde maçonnique. Cette vision n'est cependant pas exempte de contradictions. L'idéal d'égalité proclamé dans les loges se heurte souvent aux réalités sociales extérieures. À Paris, certains francs-maçons occupent des positions de pouvoir considérables, tandis que d'autres restent à marge. Cette asymétrie alimente les critiques et les soupçons. On accuse la franc-maçonnerie de duplicité, de manipulation, voire de conspiration. Ces accusations, qu'elles soient fondées ou non, renforcent paradoxalement la culture du secret. Plus on est observé, plus on apprend à dissimuler. La franc-maçonnerie parisienne développe alors une compétence particulière, la gestion de l'ambiguïté. Elle accepte d'être mal comprise, parfois détestée, tant que ses membres peuvent continuer à travailler selon leurs principes. Cette acceptation du malentendu est une rupture avec les mouvements précédents qui cherchaient souvent la reconnaissance ou la légitimité morale. Ici, l'efficacité prime sur l'image. Le pouvoir symbolique n'a pas besoin d'être aimé pour être exercé. Sur le plan individuel, l'expérience maçonnique est souvent décrite comme exigeante. Elle confronte l'initié à ses propres incohérences, à ses ambitions cachées et à ses peurs profondes. À Paris, où les tentations du prestige et de l'influence sont omniprésentes, cette confrontation est particulièrement rude. Certains échec, d'autres s'endurcissent, d'autres encore se transforment réellement. La loge devient un miroir impitoyable, mais aussi un refuge face à l'instabilité extérieure. La ville, en retour, est profondément marquée par cette présence diffuse. Les débats, les projets urbains, les réformes éducatives et même certaines orientations politiques portent l'empreinte de cette culture du compromis symbolique et du progrès graduel. Il ne s'agit pas d'une main invisible unique, mais d'une multitude de trajectoires individuelles convergeant parfois vers des objectifs similaires. Le secret n'est pas centralisé, il est distribué. Ce bloc montre comment Paris entre dans une modernité où le secret ne sert plus seulement à protéger un savoir ancien, mais à organiser l'avenir. La franc-maçonnerie incarne cette transition, elle transforme l'héritage occulte de la ville en un outil de réflexion et d'action adapté à un monde en mutation rapide. Le secret devient stratégique, non pas pour imposer une vérité, mais pour lui permettre de maturer. Dans le bloc suivant, nous verrons comment cette culture du réseau discret et de l'influence symbolique se radicalise à l'approche des bouleversements révolutionnaires lorsque Paris devient non seulement un centre de pensée, mais un foyer de rupture violente avec l'ordre ancien.
Les cercles révolutionnaires et les sociétés clandestines. À l'approche de la Révolution, Paris change de rythme. La ville, déjà saturée de tensions intellectuelles et sociales, devient un espace de condensation extrême où les idées ne se contentent plus de circuler, elles cherchent à agir. Dans ce contexte, la culture du secret héritée des siècles précédents ne disparaît pas, elle se radicalise. Elle quitte partiellement les salons feutrés et les loges discrètes pour investir les arrière-salles, les imprimeries clandestines et les réseaux informels qui relient les quartiers populaires aux cercles lettrés. Les cercles révolutionnaires parisiens ne naissent pas dans le vide. Ils héritent directement des méthodes de dissimulation, de reconnaissance mutuelle et de diffusion indirecte développées auparavant. La différence majeure réside dans l'urgence. Là où les mouvements ésotériques pensaient en générations, les révolutionnaires pensent en mois, parfois en semaines. Le secret n'est plus seulement un moyen de protection intellectuelle, il devient une question de survie physique. Paris est alors une ville sous tension permanente. Les rumeurs circulent plus vite que les faits. La parole publique est dangereuse, mais le silence l'est tout autant. Dans cet environnement instable, les sociétés clandestines apparaissent comme des espaces de respiration. Elles permettent de parler, de planifier, de douter, loin des oreilles indiscrètes. Leur existence repose sur une règle implicite, tout le monde n'a pas besoin de tout savoir. Cette fragmentation de l'information limite les dégâts en cas d'arrestation, mais elle crée aussi une méfiance constante entre les membres. La motivation de ces hommes et de ces femmes est souvent présentée comme purement idéologique. En réalité, elle est plus complexe. Beaucoup sont animés par un sentiment d'injustice profonde, nourri par des années d'exclusion sociale ou politique. D'autres sont portés par une fascination pour l'idée de rupture totale avec le passé. D'autres encore cherchent simplement à survivre dans une ville où les repères s'effondrent. Le cercle clandestin devient alors un lieu d'identité, un espace où l'on existe pleinement. La peur structure chaque interaction. Peur de la trahison, peur de l'arrestation, peur de l'erreur stratégique. À Paris, cette peur est amplifiée par la proximité constante du pouvoir. Les quartiers sont denses, les murs minces, les regards omniprésents. Apprendre à parler sans dire, à suggérer sans affirmer, devient une compétence essentielle. Cette culture du sous-entendu prolonge directement les pratiques des sociétés secrètes antérieures, mais elle les rend plus brutales, plus immédiates. Contrairement à une vision romantique, ces sociétés clandestines ne sont pas toujours cohérentes idéologiquement. Elles sont traversées de conflits internes, de rivalités personnelles et de divergences profondes sur la direction à prendre. À Paris, la densité des acteurs accentue ces frictions. Le secret protège, mais il isole. Ne pas pouvoir confronter ouvertement les désaccords fragilise les groupes. Certains éclatent, d'autres se radicalisent, d'autres encore sombrent dans la paranoïa. Le rapport au savoir change également. Là où les mouvements ésotériques valorisaient la lente acquisition de connaissances, les cercles révolutionnaires privilégient l'efficacité. Les textes circulent sous forme de pamphlets, de discours simplifiés, de slogans. Le secret n'est plus tant dans le contenu que dans la diffusion. Qui imprime, qui transporte, qui lit, qui comprend réellement. Paris devient un réseau vivant de transmission fragmentée où chaque acteur détient une pièce du puzzle sans jamais en voir l'ensemble. Cette fragmentation a un effet profond sur la psychologie des individus. Beaucoup vivent dans un état de tension constante, oscillant entre exaltation et épuisement. La conviction de participer à un moment historique majeur donne un sens puissant à leur engagement, mais elle amplifie aussi la peur de l'échec. À Paris, l'échec n'est pas abstrait. Il se traduit par la prison, l'exil ou la mort. Cette proximité avec la violence transforme le rapport au secret. Il cesse d'être un jeu intellectuel pour devenir une nécessité vitale. Les sociétés clandestines révolutionnaires développent des rituels simplifiés, parfois improvisés. Des gestes, des mots de passe, des signes discrets permettent de reconnaître les alliés. Ces pratiques rappellent celles des fraternités initiatiques, mais elles sont dépouillées de leur dimension symbolique profonde. Le rituel devient fonctionnel. Il sert à survivre, non à se transformer intérieurement. Cette évolution marque une rupture importante dans l'histoire du secret parisien. Paris, en tant que ville, amplifie cette mutation. Les lieux de réunion changent constamment. Une cave aujourd'hui, un atelier demain, une arrière-boutique le lendemain. L'espace urbain est utilisé comme un camouflage permanent. Cette mobilité constante crée une cartographie invisible de la ville connue seulement de ceux qui y participent. Paris se dédouble, une ville officielle, surveillée, et une ville clandestine, mouvante, insaisible.
Il serait pourtant erroné de voir ces sociétés clandestines uniquement comme des instruments de destruction. Beaucoup de leurs membres sont animés par une véritable quête de justice et de cohérence morale. Ils rêvent d'un monde plus rationnel, plus équitable, libéré des hiérarchies arbitraires. Cette aspiration sincère coexiste avec des peurs profondes, la peur que la violence ne devienne incontrôlable, la peur de perdre ce pour quoi ils se battent. Le secret devient alors un moyen de retarder l'irréversible. Avec le temps, certaines de ces sociétés gagnent en influence, d'autres disparaissent, sans laisser de traces. Mais toutes contribuent durablement à transformer la culture politique parisienne. L'idée que le changement passe par des réseaux discrets, par une organisation souterraine avant d'éclater au grand jour, s'enracine profondément. Paris apprend que le pouvoir ne naît pas toujours sur les tribunes publiques, mais souvent dans l'ombre. Cette période laisse également une trace ambiguë dans la mémoire collective. D'un côté, elle nourrit le mythe du complot permanent, de la manipulation invisible. De l'autre, elle rappelle que le secret peut être une réponse à l'oppression, non une volonté de domination. Cette ambiguïté traversera toute l'histoire parisienne ultérieure, rendant chaque réseau discret suspect, mais aussi potentiellement légitime. Ce bloc montre comment le secret parisien, confronté à l'urgence révolutionnaire, perd une partie de sa dimension spirituelle pour devenir un outil politique brut. Il ne disparaît pas après la Révolution, il se transforme encore. Dans le bloc suivant, nous verrons comment, au siècle suivant, Paris devient le théâtre d'un retour du mystère, cette fois sous la forme d'un occultisme moderne, mêlant science, spiritualité et fascination pour l'invisible. Le Paris des occultistes du XIXe siècle. Après les secousses révolutionnaires et l'instabilité politique qui s'ensuit, Paris entre dans un siècle de contradictions. La ville se modernise, se rationalise, se mécanise. Les sciences progressent, les institutions se renforcent et l'idée de progrès devient presque une croyance collective. Pourtant, sous cette façade de rationalité triomphante, un autre mouvement prend forme. Plus discret, plus intime, mais profondément révélateur. Le retour de l'occultisme. Non pas comme un vestige du passé, mais comme une réponse moderne à une angoisse nouvelle. Le XIXe siècle parisien est marqué par une fracture intérieure. D'un côté, la science promet d'expliquer le monde par des lois mesurables. De l'autre, cette même science fragilise les repères traditionnels, remet en cause la religion et laisse l'individu face à un univers immense et indifférent. Beaucoup ressentent un vide. Paris, ville de débats, de salons et de confrontations intellectuelles, devient le lieu où cette tension s'exprime avec le plus de force. L'occultisme moderne ne cherche pas à nier la science. Il tente de la compléter. Les occultistes parisiens ne se présentent pas comme des ennemis de la raison, mais comme ces explorateurs marginaux. Ils partent du principe que tout n'est pas encore mesurable, que certaines dimensions de l'existence échappent aux instruments. Cette conviction les pousse à revisiter les traditions anciennes à la lumière des préoccupations contemporaines. Le secret change encore de fonction. Il devient un espace de recherche expérimentale. À Paris, ces occultistes évoluent souvent dans des cercles intellectuels bien établis. Ils fréquentent les bibliothèques, les académies, les cafés littéraires. Leur marginalité est relative. Ils sont intégrés au tissu culturel, mais leurs idées restent controversées. Cette position intermédiaire alimente une peur constante, celle d'être ridiculisés, disqualifiés, exclus du champ du savoir légitime. Le secret protège leur crédibilité autant que leur sécurité. L'une des figures les plus emblématiques de cette période est Eliphas Lévi. Son parcours illustre parfaitement les tensions de son époque. Ancien séminariste, profondément marqué par la tradition religieuse, il cherche toute sa vie à concilier foi, symbolisme et rationalité. Ses écrits ne proposent pas une rupture, mais une synthèse. Il voit dans les symboles anciens un langage universel capable de relier les différentes formes de connaissance. À Paris, cette approche trouve un écho particulier auprès d'une génération en quête de sens. Les motivations des occultistes parisiens sont rarement spectaculaires. Peu d'entre eux cherchent le pouvoir politique ou la reconnaissance publique. Leur ambition est plus intérieure. Ils veulent comprendre les mécanismes cachés de la pensée, de la volonté et de l'imaginaire. Beaucoup sont obsédés par la question de l'influence. Comment une idée se propage? Comment une croyance transforme un individu?
Comment une volonté peut agir sur le réel? Cette obsession reflète l'héritage des siècles précédents, où le pouvoir passait par l'invisible. La peur, encore une fois, structure leur démarche. Peur de l'illusion, peur de l'auto-tromperie, peur de confondre désir et connaissance. Les occultistes savent que le terrain qu'ils explorent est instable. Certains sombrent dans des excès, d'autres se replient dans une prudence extrême. À Paris, cette diversité d'attitudes crée un paysage occultiste fragmenté, parfois conflictuel. Il n'existe pas une doctrine unique, mais une constellation de recherches individuelles. Les pratiques se multiplient. Études symboliques, expérimentations psychiques, séances spirites, interprétations nouvelles des textes anciens. Le spiritisme en particulier connaît un succès notable. Il promet une communication directe avec l'invisible, une réponse immédiate à l'angoisse de la mort. À Paris, ces séances attirent aussi bien des sceptiques curieux que des croyants fervents. Le secret ici est ambigu. Il est parfois un outil de mise en scène, parfois une véritable tentative de protection contre le doute. La ville joue un rôle central dans cette effervescence. Les appartements privés, les arrière-salons, les cercles restreints deviennent des laboratoires de l'invisible. Contrairement aux sociétés secrètes plus anciennes, ces groupes sont souvent instables. Ils se forment, se dissolvent, se recomposent. Le lien qui les unit n'est pas une hiérarchie stricte, mais une fascination partagée pour l'inconnu. Cette fluidité rend leur influence difficile à tracer, mais elle la rend aussi profondément parisienne. L'occultisme du XIXe siècle transforme également la relation au symbole. Là où les bâtisseurs médiévaux utilisaient le symbole pour structurer l'espace, les occultistes l'utilisent pour structurer l'esprit. Le symbole devient un outil psychologique. Il permet d'accéder à des couches profondes de la conscience, de contourner les résistances rationnelles. Cette approche préfigure des développements ultérieurs dans la psychologie et la psychanalyse. Paris, encore une fois, sert de passerelle entre des mondes apparemment opposés. Il serait réducteur de voir dans cet occultisme une simple mode. Pour beaucoup, il s'agit d'une tentative sincère de répondre à une crise existentielle. La rapidité des transformations sociales, l'urbanisation massive, la mécanisation du travail créent un sentiment d'aliénation. L'occultisme offre une promesse, celle d'un sens caché, d'un ordre invisible qui redonne à l'individu une place dans le cosmos. Cette promesse est fragile, mais elle est puissante. Les critiques sont nombreuses et parfois virulentes. Les scientifiques dénoncent l'irrationalité, les religieux y voient une menace, les autorités craignent des dérives. À Paris, ces critiques renforcent paradoxalement l'attrait pour l'occultisme. Plus une idée est marginalisée, plus elle attire ceux qui se sentent exclus du récit dominant. Le secret devient alors un marqueur d'identité. Être initié, c'est se distinguer, se sentir appartenir à une minorité lucide. Cette période marque un tournant important dans l'histoire occulte de Paris. Le secret n'est plus seulement un héritage du passé ou un outil politique, il devient une exploration de la subjectivité moderne. La ville, avec sa densité humaine et culturelle, amplifie cette exploration. Chaque individu devient un terrain possible de transformation. Chaque rencontre, un vecteur potentiel d'influence. L'occultisme parisien du XIXe siècle ne disparaît pas avec le temps. Il se diffuse, se transforme, s'intègre partiellement à la culture populaire et aux courants intellectuels du XXe siècle. Il laisse derrière lui une idée persistante, celle que la modernité n'a pas effacé le besoin de mystère, mais l'a rendu plus intérieur, plus psychologique, plus difficile à nommer. Ce bloc montre comment Paris, même au cœur du progrès scientifique, continue de nourrir une relation intime avec l'invisible. Le secret n'est pas seulement un héritage du passé ou un outil politique, il devient une exploration de la subjectivité moderne. La ville, avec sa densité humaine et culturelle, amplifie cette exploration. Chaque individu devient un terrain possible de transformation. Chaque rencontre, un vecteur potentiel d'influence. Dans le bloc suivant, nous verrons comment cette fascination pour l'invisible trouve un prolongement inattendu dans les espaces souterrains de la ville où le secret prend une dimension physique et collective. Les catacombes. Les sociétés discrètes et les catacombes. À mesure que Paris se transforme en une métropole moderne, un autre Paris continue d'exister sous la surface. Invisible pour la majorité,
Il s'étend dans l'ombre, fait de galeries, de carrières abandonnées et d'ossuaires silencieux. Les catacombes ne sont pas seulement un vestige funéraire, elles deviennent, dans l'imaginaire comme dans certaines pratiques bien réelles, un espace privilégié pour les sociétés discrètes, précisément parce qu'elles incarnent ce que Paris a toujours su faire, dissimuler sans effacer. L'existence même des catacombes est le résultat d'un compromis entre rationalité et tabou. Face à l'insalubrité des cimetières urbains, la ville décide de déplacer ses morts sous terre. Ce choix, administratif et sanitaire, produit un effet symbolique puissant. Des générations entières se retrouvent empilées, ordonnées, classées dans un espace souterrain que l'on préfère ne pas voir. Paris apprend alors à vivre littéralement au-dessus de ses morts, sans jamais vraiment les affronter. Cette proximité silencieuse nourrit une fascination durable. Pour les sociétés discrètes, cet espace possède une valeur unique. Là où les salons, les loges et les cercles intellectuels sont soumis à la surveillance et aux conventions sociales, les souterrains offrent un anonymat presque absolu. Descendre sous Paris, c'est quitter le monde des apparences pour entrer dans un espace où les hiérarchies habituelles perdent leur sens. Le secret cesse d'être seulement symbolique, il devient géographique. Les catacombes ne sont pas spontanément des lieux de réunion organisés. Elles le deviennent progressivement à mesure que leur existence se diffuse dans la conscience collective. Leur accès limité, leur complexité labyrinthique et leur dangerosité objective filtrent naturellement les visiteurs. Ceux qui s'y aventurent partagent déjà un certain profil psychologique, curiosité, goût du risque, rejet partiel des normes. Pour les sociétés discrètes, cette sélection implicite est idéale. La peur joue ici un rôle déterminant. Peur de se perdre, peur de l'effondrement, peur de l'obscurité. Mais aussi peur plus profonde, celle de la faim omniprésente, matérialisée par les ossements alignés. Cette confrontation directe avec la finitude humaine agit comme un rite non officiel. Ceux qui supportent cette expérience en ressortent transformés. Le souterrain devient ainsi un espace d'épreuve, sans qu'aucun rituel formel ne soit nécessaire. Certaines sociétés utilisent ces lieux de manière occasionnelle, d'autres les intègrent plus durablement à leurs pratiques. Il ne s'agit pas toujours de réunions structurées. Parfois, il suffit de quelques individus partageant un moment de silence, une discussion chuchotée, une lecture symbolique. Le secret n'est pas dans l'action spectaculaire, mais dans le choix du lieu. Se réunir sous terre, c'est affirmer une distance radicale avec le monde de la surface. La ville officielle ignore volontairement une grande partie de ses usages. Reconnaître pleinement ce qui se passe sous Paris impliquerait d'admettre une perte de contrôle. Les autorités préfèrent parler de danger, d'illégalité, d'interdiction. Ce discours dissuasif renforce paradoxalement l'attrait des catacombes. Plus l'accès est restreint, plus le lieu acquiert une aura initiatique. Le secret se nourrit de l'interdit. Les motivations de ceux qui fréquentent ces espaces sont diverses. Certains cherchent une expérience spirituelle intense, une rupture avec le quotidien. D'autres y voient un terrain d'expérimentation sociale, un espace où l'on peut parler librement, loin des regards. D'autres encore sont attirés par la dimension historique, par l'idée de marcher sur les traces de générations passées. Paris, en accumulant ses morts sous terre, offre un décor chargé de sens. Il serait toutefois erroné de romantiser excessivement ces pratiques. Les catacombes sont aussi des lieux d'angoisse réelle. Les accidents, les disparitions et les hallucinations ne sont pas des mythes. Cette dangerosité renforce le caractère sérieux de l'engagement. On ne descend pas sous Paris par simple curiosité légère. Ceux qui persistent acceptent une forme de pacte implicite avec le risque. Cette acceptation devient un marqueur identitaire fort. Pour les sociétés discrètes, cet environnement agit comme un révélateur des motivations profondes. Certains reculent, incapables de supporter la pression psychologique. D'autres s'endurcissent, développant une relation presque intime avec le silence et l'obscurité. Le secret cesse d'être une stratégie sociale pour devenir une posture existentielle. Vivre avec ce que l'on sait, sans pouvoir ou vouloir le partager, devient une seconde nature.
La structure même des catacombes influence les pratiques. Les galeries étroites favorisent les petits groupes. Les intersections deviennent des lieux de choix, des points de décision. La navigation exige une mémoire précise, parfois transmise oralement. Cette transmission crée des lignées informelles de connaissances. Savoir s'orienter sous Paris devient une compétence rare, presque initiatique. Le secret se cartographie. À travers ces usages, Paris renforce sa dimension de ville à double fond. La surface et le sous-sol ne sont pas simplement deux espaces distincts, ils dialoguent. Les transformations urbaines de la surface modifient parfois les équilibres souterrains. Inversement, la présence des galeries influence certains choix architecturaux. Cette interaction constante nourrit l'idée que la ville est un organisme vivant traversé de circulations visibles et invisibles. Les catacombes jouent également un rôle symbolique dans l'imaginaire collectif. Elles deviennent un réservoir de mythes, de récits et de fantasmes. Cette mythification protège paradoxalement les pratiques réelles. Plus on parle de légendes, plus on cherche à comprendre les usages concrets. Le secret se dissimule derrière l'exagération. À Paris, cette stratégie involontaire fonctionne particulièrement bien. Il est important de souligner que les sociétés discrètes n'utilisent pas les catacombes comme un centre de pouvoir. Elles les utilisent comme un espace de retrait. Le pouvoir, s'il existe, reste à la surface, dans les institutions et les réseaux sociaux. Le souterrain sert à préparer, à réfléchir, à se recentrer. Cette distinction est essentielle. Elle montre que le secret parisien n'est pas toujours orienté vers la domination, mais souvent vers la préservation d'un espace intérieur. La confrontation avec la mort, omniprésente dans ces galeries, influence profondément la psychologie des participants. Elle relativise les ambitions, réduit l'importance des conflits de surface. Beaucoup témoignent d'un rapport modifié au temps, d'une conscience accrue de la fragilité humaine. Cette transformation intérieure rejoint les préoccupations des alchimistes et des occultistes précédents, mais elle se vit ici de manière brute, sans médiation théorique. Paris, en offrant cet espace souterrain, permet une continuité rare. Peu de villes possèdent une telle infrastructure symbolique accessible, même de manière limitée. Les catacombes deviennent ainsi un prolongement naturel de l'histoire occulte parisienne. Elles matérialisent ce qui était jusqu'alors abstrait, le dessous, l'oublié, le refoulé. Le secret prend corps. Ce bloc montre que le secret parisien n'est pas seulement une affaire d'idées ou de réseaux, mais aussi de lieux. Les catacombes incarnent cette dimension physique de l'invisible. Elles rappellent que la ville a toujours su enfouir ce qu'elle ne voulait pas regarder tout en le conservant intact. Dans le bloc suivant, nous verrons comment cette logique de dissimulation spatiale trouve un écho inattendu dans la transformation radicale de Paris à la surface, lorsque l'urbanisme devient à son tour un langage de pouvoir et de symboles. Le pouvoir du symbole dans l'urbanisme haussmannien. Lorsque Paris est profondément remodelé au cours du XIXe siècle, beaucoup y voient avant tout une opération de modernisation, d'assainissement et de contrôle social. Les rues s'élargissent, les perspectives s'ouvrent, les quartiers anciens disparaissent. Pourtant, derrière cette transformation spectaculaire se cache une continuité plus discrète avec l'histoire occulte de la ville. L'urbanisme haussmannien ne se contente pas de réorganiser l'espace visible. Il impose une nouvelle manière de penser le pouvoir, le regard et la circulation, en utilisant la ville elle-même comme un langage. La figure centrale de cette mutation est Georges-Eugène Haussmann. Son rôle officiel est clair, transformer Paris pour la rendre plus fonctionnelle, plus saine et plus contrôlable. Mais l'ampleur et la cohérence de son projet dépassent largement la simple administration. La ville devient un système. Chaque axe, chaque perspective, chaque place répond à une logique précise. Cette logique n'est pas seulement technique, elle est symbolique. L'urbanisme haussmannien repose sur une obsession, la visibilité. Là où le Paris médiéval favorisait les ruelles étroites, les zones d'ombre et les circulations imprévisibles, le nouveau Paris privilégie les lignes droites, les grandes avenues et les points de fuite monumentaux. Cette transformation modifie profondément la relation entre le pouvoir et les habitants. Voir, c'est contrôler. Être vu, c'est être intégré dans un ordre. Le secret change alors de nature. Il ne se cache plus dans les recoins, mais dans la structure même de ce qui est montré.
Cette logique de visibilité est souvent interprétée comme une réponse directe aux révoltes populaires. En rendant les rues plus larges, on limite les barricades. En ouvrant des perspectives, on facilite les déplacements des forces de l'ordre. Cette lecture est partiellement exacte, mais elle est incomplète. L'urbanisme haussmannien ne cherche pas seulement à réprimer, il cherche à façonner les comportements. En imposant une certaine manière de se déplacer, de regarder et d'habiter l'espace, il influence silencieusement la vie quotidienne. Le symbole joue ici un rôle central. Les grands axes relient des lieux de pouvoir, palais, institutions, monuments. Cette mise en relation n'est jamais neutre. Elle crée une narration spatiale où l'État, la nation et l'ordre social apparaissent comme naturels et inévitables. Paris devient un théâtre permanent où chacun est à la fois acteur et spectateur. Le pouvoir n'a plus besoin de se cacher, il s'inscrit dans la pierre, dans la géométrie, dans l'évidence apparente des alignements. Pourtant, cette mise en ordre radicale n'élimine pas le secret, elle le déplace. Là où les sociétés discrètes utilisaient autrefois les souterrains ou les cercles fermés, elles apprennent désormais à lire la ville comme un texte à ciel ouvert. Comprendre les choix d'implantation, les perspectives privilégiées, les ruptures de continuité devient une nouvelle forme d'initiation. Le secret n'est plus dans l'invisible pur, mais dans l'interprétation. Les motivations derrière cette transformation sont multiples. Pour les autorités, il s'agit de stabiliser une ville perçue comme dangereuse, imprévisible, toujours au bord de l'insurrection. Pour les élites intellectuelles, c'est l'occasion de matérialiser une vision rationnelle du monde, où l'ordre humain reflète un ordre supérieur, presque scientifique. Cette convergence entre contrôle politique et idéal rationnel rappelle les ambitions des sociétés discrètes précédentes, mais à une échelle inédite. La peur est toujours présente, même si elle change de visage. Ce n'est plus la peur de l'hérésie ou de la persécution religieuse, mais la peur du chaos social. Paris est trop grande, trop dense, trop mobile pour être laissée à elle-même. L'urbanisme devient une réponse à cette angoisse. En fixant les flux, en hiérarchisant les espaces, on tente de rendre la ville lisible, prévisible, maîtrisable. Mais cette lisibilité est trompeuse. Elle donne l'illusion de la transparence, tout en dissimulant les mécanismes profonds du pouvoir. Pour les habitants, cette transformation est ambivalente. Certains y voient une amélioration réelle des conditions de vie. D'autres ressentent une perte. Les quartiers détruits emportent avec eux des réseaux informels, des solidarités anciennes, des mémoires locales. Cette destruction n'est pas seulement matérielle, elle efface des formes de vie qui échappaient partiellement au contrôle central. Le secret populaire, celui des communautés discrètes et des usages informels, est brutalement exposé ou éliminé. Face à cette exposition forcée, de nouvelles stratégies apparaissent. Le secret se déplace vers l'intérieur. Les appartements deviennent des refuges, les cercles privés remplacent les espaces publics. La parole se fait plus prudente. À Paris, la vie intérieure prend une importance accrue. Cette évolution rejoint les préoccupations des occultistes et des sociétés discrètes. Lorsque l'espace extérieur est saturé de contrôle, le véritable espace de liberté devient mental. Il serait toutefois erroné de voir dans l'urbanisme haussmannien une simple machine oppressive. Sa puissance réside aussi dans sa capacité à fasciner. Les grandes perspectives, les façades harmonisées, la monumentalité séduisent. Cette séduction n'est pas anodine, elle crée une adhésion esthétique qui désarme partiellement la critique. Le pouvoir se rend désirable. Cette stratégie rappelle celle des cathédrales médiévales, où la beauté servait à transmettre un ordre du monde. Paris répète ici un schéma ancien, sous une forme laïque. Les sociétés discrètes, toujours attentives aux signes, intègrent rapidement cette nouvelle grammaire urbaine. Elles comprennent que l'influence passe désormais par la maîtrise des représentations. Écrire, enseigner, débattre dans certains lieux précis devient plus important que de se cacher. Le secret n'est plus tant dans le lieu que dans l'usage du lieu. Une promenade, un regard, une conversation anodine peuvent porter plus de sens qu'une réunion clandestine. Cette mutation a des effets durables sur la psychologie collective. Paris apprend à vivre dans un espace où tout semble visible, mais peu de choses sont réellement compréhensibles sans clé de lecture. Cette dissociation nourrit un sentiment diffus d'étrangeté.
La ville est familière, mais jamais totalement appropriable. Cette étrangeté alimente à son tour les fantasmes, les théories et les récits occultes. Plus l'ordre est affiché, plus le soupçon grandit. L'urbanisme haussmannien crée également une nouvelle temporalité. Les axes rectilignes donnent l'impression d'un mouvement continu vers l'avant, d'une apothéose interrompue. Cette narration spatiale marginalise le passé, le relègue dans des zones résiduelles ou souterraines. Pourtant, ce passé ne disparaît pas. Il persiste dans les mémoires, les usages et les lectures alternatives de la ville. Le secret devient alors un acte de résistance mémorielle. À travers cette transformation, Paris consolide son statut de ville labyrinthe paradoxale. Un labyrinthe non pas de ruelles obscures, mais de lignes trop claires, trop évidentes. Se perdre ne signifie plus errer physiquement, mais interpréter de travers. Cette forme de perte est plus subtile, mais tout aussi puissante. Elle favorise l'émergence de nouvelles élites symboliques, ceux qui savent lire la ville au-delà de sa surface. Ce bloc montre que l'urbanisme haussmannien, loin de mettre fin à l'histoire occulte de Paris, lui offre un nouveau terrain d'expression. Le secret n'est plus confiné à des sociétés fermées ou à des espaces souterrains. Il s'inscrit dans la structure même de la modernité urbaine. Paris devient une ville où le pouvoir s'exerce par l'évidence et où la véritable initiation consiste à comprendre ce qui semble aller de soi. Dans le bloc suivant, nous verrons comment cette culture du symbole et de l'influence diffuse se prolonge au XXe siècle, lorsque les sociétés discrètes doivent composer avec les idéologies de masse, les conflits mondiaux et une surveillance sans précédent, tout en cherchant à préserver leur héritage invisible. Les sociétés secrètes au XXe siècle. Lorsque Paris entre dans le XXe siècle, la ville change une nouvelle fois de nature. Les idéologies deviennent massives, les conflits prennent une ampleur inédite et les moyens de surveillance se perfectionnent. Dans ce monde où tout semble désormais observable, mesurable et archivé, on pourrait croire que les sociétés discrètes n'ont plus de place. Pourtant, c'est précisément dans cet environnement saturé de visibilité que le secret se réinvente. Il ne disparaît pas, il devient plus fin, plus fragmenté, parfois presque imperceptible. Le XXe siècle impose une contrainte nouvelle au réseau discret parisien, la vitesse. Les événements s'enchaînent rapidement, les régimes se succèdent, les alliances se font et se défont. Là où les sociétés anciennes pouvaient s'appuyer sur le temps long, les groupes du siècle nouveau doivent apprendre à s'adapter sans cesse. Le secret n'est plus seulement une protection contre la persécution, il devient une condition de survie dans un monde instable. Paris reste un centre névralgique. La ville concentre le pouvoir politique, les institutions culturelles, les médias et les foyers intellectuels. Elle attire des individus venus de tous horizons, porteurs d'idées, de blessures et d'ambitions contradictoires. Cette concentration humaine crée un paradoxe. Plus la ville est peuplée, plus il est facile de se fondre dans la masse. L'anonymat devient une ressource stratégique. Les sociétés discrètes apprennent à exister sans se distinguer. Les motivations des acteurs changent également. Au XXe siècle, l'engagement dans un réseau discret n'est plus toujours lié à une quête spirituelle ou symbolique. Il est souvent lié à la peur. Peur des régimes autoritaires, peur de la censure, peur de la violence idéologique. Paris, marqué par les occupations, les purges et les affrontements politiques, devient un espace où le silence peut sauver des vies. Le secret retrouve une fonction primaire, presque instinctive. Contrairement au siècle précédent, les sociétés discrètes de cette époque évitent les structures trop visibles. Les hiérarchies rigides sont perçues comme dangereuses. Plus un réseau est centralisé, plus il est vulnérable. On privilégie donc les cellules autonomes, les relations interpersonnelles fortes, les échanges indirects. Cette organisation rappelle, sous une forme modernisée, les pratiques des cercles révolutionnaires, mais avec une conscience accrue du risque. Le rapport au savoir se transforme profondément. L'information devient abondante, mais aussi manipulable. Les sociétés discrètes ne cherchent plus seulement à protéger des connaissances rares, mais à distinguer le vrai du faux, le signal du bruit. À Paris, où les journaux, les affiches et plus tard les médias audiovisuels saturent l'espace public, le secret consiste parfois simplement à ne pas tout croire. La discrétion devient une posture critique face à la propagande. Les individus impliqués dans ces réseaux vivent une tension psychologique intense. Ils sont souvent contraints de mener une double vie.
À la surface, ils apparaissent comme des citoyens ordinaires insérés dans les structures officielles. En profondeur, ils participent à des échanges discrets, parfois dangereux, où chaque mot compte. Cette dissociation permanente laisse des traces. Beaucoup témoignent d'une fatigue morale, d'un sentiment de dédoublement, voire d'une perte progressive de repères. Paris, avec ses cafés, ses librairies et ses appartements exigus, offre un cadre propice à cette vie fragmentée. Les lieux de rencontre sont choisis pour leur banalité. Une table de café, un banc public, une promenade anodine deviennent des espaces de transmission. Le secret ne s'incarne plus dans des lieux interdits, mais dans des situations ordinaires chargées de sous-entendus. Cette banalisation du secret le rend plus difficile à détecter, mais aussi plus fragile. La peur de la trahison est omniprésente. Les sociétés discrètes du XXe siècle savent que l'ennemi n'est pas toujours identifiable. Il peut être un voisin, un collègue, parfois même un ami. Cette incertitude permanente transforme les relations humaines. La confiance devient rare et précieuse. Elle se gagne lentement, se teste par des allusions, des silences, des réactions observées avec attention. Paris devient un théâtre d'épreuves invisibles. Contrairement aux fantasmes populaires, ces sociétés ne cherchent généralement pas à contrôler le monde. Leur ambition est souvent défensive. Elles veulent préserver des idées, protéger des personnes, maintenir une continuité intellectuelle ou morale face à des forces perçues comme destructrices. Cette posture défensive explique en partie leur discrétion extrême. Plus l'objectif est modeste, plus il est vital de rester invisible. Le XXe siècle marque également une mutation technologique majeure. Les moyens de communication évoluent rapidement. Chaque progrès offre de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux dangers. Les sociétés discrètes doivent apprendre à utiliser ces outils sans s'y exposer. À Paris, cette adaptation est constante. On expérimente, on se trompe, on ajuste. Le secret devient une compétence technique autant qu'une posture morale. Cette période voit aussi l'émergence d'un nouveau type de mythe, celui de la conspiration omniprésente. Plus les sociétés discrètes deviennent invisibles, plus on leur attribue un pouvoir excessif. À Paris, les rumeurs circulent vite. Elles alimentent la peur, la fascination et parfois la haine. Cette projection collective a un effet paradoxal. Elle protège parfois les réseaux réels, dissimulés derrière des récits exagérés, mais elle complique aussi toute tentative de dialogue rationnel. Les individus impliqués dans ces réseaux doivent composer avec cette image déformée. Ils savent que leur silence peut être interprété comme une preuve de culpabilité. Ils savent aussi que parler serait inutile, voire dangereux. Cette impasse nourrit un sentiment d'isolement profond. Beaucoup se demandent si le secret qu'ils protègent a encore un sens dans un monde qui semble courir vers la transparence totale. Cette question traverse le siècle sans jamais trouver de réponse définitive. Paris, en tant que ville-monde, amplifie ces dilemmes. Elle est à la fois un refuge et un piège. Refuge parce que sa complexité permet de se cacher. Piège parce que sa centralité attire constamment l'attention. Les sociétés discrètes doivent apprendre à se déplacer, à se transformer, parfois à disparaître pour renaître ailleurs. Le secret devient mobile, il ne s'attache plus durablement à un lieu ou à une structure. Sur le plan symbolique, le XXe siècle fragilise profondément l'idée même de vérité cachée. Les catastrophes, les violences de masse et les idéologies totalisantes montrent que le secret peut aussi servir à masquer l'horreur. Cette prise de conscience crée une nouvelle méfiance. À Paris, certains réseaux se dissolvent volontairement, refusant d'être associés à des pratiques qu'ils jugent moralement inacceptables. Le secret cesse alors d'être une valeur en soi, il doit être justifié. Cette exigence morale marque une rupture importante avec les siècles précédents. Les sociétés discrètes ne peuvent plus se contenter d'invoquer la tradition ou la nécessité, elles doivent se demander pourquoi elles existent, à qui profitent-elles réellement. Cette introspection fragilise certains groupes, mais elle en renforce d'autres. Le secret devient un choix éthique, non une habitude héritée. À la fin du siècle, Paris est une ville saturée de mémoire. Les strates historiques se superposent plus que jamais. Les sociétés discrètes qui subsistent sont celles qui ont compris que l'invisibilité totale est une illusion. Elles choisissent plutôt une semi-transparence stratégique, une présence diffuse, intégrée à la vie culturelle et intellectuelle sans jamais s'y identifier complètement. Le secret n'est plus une frontière nette, mais une zone floue. Ce bloc montre comment, au XXe siècle, le secret parisien perd toute naïveté. Il devient lucide, parfois désabusé, souvent prudent.
Les sociétés discrètes apprennent à composer avec un monde qui ne croit plus facilement au mystère, mais qui continue paradoxalement en produire. Dans le bloc suivant, nous verrons comment cette tension entre mythe et réalité conduit à une relecture critique de l'histoire occulte de Paris, où il est nécessaire de distinguer ce qui relève des faits établis de ce qui appartient au fantasme collectif. Mythe, fantasme et réalité. Arrivés à ce stade de l'histoire, une question devient inévitable. Si Paris a effectivement été traversé, siècle après siècle, par des réseaux discrets, des cercles fermés et des pratiques de transmission secrète, comment distinguer ce qui relève des faits historiques de ce qui appartient à l'imaginaire collectif? Cette question n'est pas secondaire, elle est au cœur même du fil rouge de notre récit. Car le secret, à Paris, n'a jamais existé sans produire en parallèle son double, le mythe. Le mythe naît toujours d'un manque. Il se forme dans les zones d'ombre laissées par les archives incomplètes, les silences volontaires et les destructions matérielles. À Paris, ces zones d'ombre sont nombreuses. Les bâtiments ont été détruits, les documents brûlés, les témoignages fragmentés. Chaque disparition ouvre un espace que l'imagination humaine s'empresse de remplir. Le secret réel, limité et souvent banal, se transforme alors en récit spectaculaire. Cette transformation est accentuée par une caractéristique propre à Paris, sa centralité symbolique. Parce que la ville est perçue comme un cœur politique, culturel et intellectuel, tout ce qui s'y passe prend une dimension amplifiée. Une réunion discrète devient une conspiration, un cercle de réflexion devient une société toute puissante. Le fantasme ne naît pas d'une volonté de tromper, mais d'un besoin de donner du sens à la complexité. Il est essentiel de comprendre que les sociétés discrètes historiques n'ont jamais fonctionné comme les conspirations omniscientes souvent décrites dans la culture populaire. Elles sont fragmentées, traversées de conflits internes, limitées par des contraintes humaines très concrètes. À Paris, ces limites sont encore plus visibles. La ville est trop dense, trop contradictoire, trop imprévisible pour être contrôlée par un seul groupe, quel qu'il soit. Pourtant, le fantasme persiste. Pourquoi? Parce qu'il répond à une angoisse profonde. Face à un monde complexe et parfois absurde, l'idée qu'un ordre caché existe est rassurante. Elle permet de croire que les événements ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une intention, même malveillante. À Paris, cette croyance trouve un terrain fertile, nourri de l'histoire accumulée, des symboles omniprésents et des récits transmis de génération en génération. Les médias modernes jouent un rôle crucial dans cette amplification. Livres, films, documentaires et récits sensationnalistes brouillent souvent la frontière entre enquête historique et fiction. Le vocabulaire du secret, de l'initiation et du pouvoir invisible est réutilisé sans distinction. À force d'être répété, le fantasme acquiert une apparence de vérité. Le mythe devient une réalité émotionnelle, même lorsqu'il repose sur des bases fragiles. Cela ne signifie pas que tout est faux. Le danger serait de tomber dans l'excès inverse, celui d'un scepticisme absolu qui nie toute influence discrète. L'histoire montre clairement que des réseaux informels ont existé, qu'ils ont parfois pesé sur les idées, les décisions et les trajectoires individuelles. À Paris, ces influences sont souvent indirectes, diffuses, presque impossibles à mesurer. Leur réalité est d'autant plus difficile à accepter qu'elle ne correspond pas au récit simplifié. La difficulté réside donc dans la nuance. Le secret n'est ni omnipotent ni insignifiant. Il agit comme un amplificateur. Une idée portée par un petit groupe peut, dans certaines conditions, avoir un impact disproportionné. Mais cet impact dépend toujours d'un contexte plus large, crise sociale, mutation culturelle, opportunités historiques. Les sociétés discrètes ne créent pas ces contextes. Elles les exploitent parfois, les interprètent souvent, les subissent aussi. À Paris, cette nuance est particulièrement importante. La ville est un carrefour. Les idées y entrent, s'y croisent, s'y transforment et en repartent. Attribuer à un seul groupe la paternité d'une évolution majeure revient à ignorer cette dynamique collective. Le mythe du contrôle total flatte l'imaginaire, mais il appauvrit la compréhension réelle de l'histoire. Les acteurs eux-mêmes contribuent parfois involontairement à ce brouillage. Le silence, la discrétion, le refus de s'expliquer alimentent les soupçons. Beaucoup de sociétés discrètes ont préféré être mal comprises plutôt que de risquer la dissolution. À Paris, ce choix a un prix. Il nourrit une légende qui finit par échapper à ceux qui l'ont inspiré. Le secret devient autonome, presque indépendant de sa source.
Il faut également reconnaître que certains mythes ont une fonction sociale positive. Ils stimulent la curiosité, incitent à l'étude et encouragent une lecture critique de la ville et de son histoire. Se demander si un symbole cache un sens, si un alignement a une intention, peut être une porte d'entrée vers une réflexion plus profonde sur l'urbanisme, la culture et le pouvoir. Le danger apparaît lorsque cette curiosité se transforme en certitude inflexible. À Paris, la frontière entre mythe et réalité est souvent mouvante. Un récit faux peut révéler une vérité symbolique, une histoire exagérée peut exprimer une peur collective bien réelle. Le travail de compréhension consiste donc moins à trancher brutalement qu'à contextualiser. Pourquoi ce mythe est-il apparu à ce moment précis? À quelle angoisse répond-il? Que dit-il de la relation des habitants à leur ville? Cette approche permet de dépasser l'opposition stérile entre croyances naïves et rejet cynique. Elle reconnaît que le secret est avant tout une construction humaine, façonnée par des besoins psychologiques, sociaux et culturels. À Paris, ces besoins sont exacerbés par la densité de l'histoire. Chaque époque projette ses peurs et ses espoirs sur les traces laissées par les précédentes. En définitive, le mythe n'est pas un parasite de l'histoire occulte de Paris, il en est une composante. Il révèle ce que les faits bruts ne peuvent pas toujours dire, le rapport émotionnel d'une société à son passé, à son pouvoir et à son avenir. Ignorer le mythe, c'est perdre une clé de lecture essentielle. S'y abandonner totalement, c'est renoncer à l'analyse. Ce bloc marque donc un moment de recul nécessaire. Il invite à regarder l'histoire occulte de Paris, non pas comme une succession de complots, mais comme un dialogue constant entre réalité et imagination. Un dialogue parfois conflictuel, parfois fécond, mais toujours révélateur. Dans le bloc suivant, nous reviendrons au présent pour nous demander ce qu'il reste aujourd'hui de cette longue tradition du secret et si Paris demeure au fond une ville encore habitée par l'invisible. Paris, aujourd'hui, une ville encore habitée par le secret. Arriver au Paris d'aujourd'hui après ce long parcours historique impose un changement de regard. La ville contemporaine se présente comme transparente, cartographiée, numérisée, commentée en permanence. Caméras, réseaux sociaux, archives accessibles, tourisme de masse, tout semble visible, explicable, documenté. Et pourtant, c'est précisément dans cet excès de visibilité que renaît une forme nouvelle de secret. Non plus celui des sociétés structurées d'autrefois, mais un secret diffus, fragmenté, profondément intégré au fonctionnement même de la ville. Paris n'est plus façonnée par des ordres fermés ou des fraternités clairement identifiables. Elle est désormais traversée par des réseaux souples, informels, parfois éphémères, qui partagent moins des rituels que des manières de penser. Le secret n'est plus nécessairement lié à une appartenance explicite, mais à une capacité, celle de lire la ville autrement que par ses usages officiels. Cette capacité n'est ni spectaculaire ni héroïque, elle est silencieuse, quotidienne, presque banale. Aujourd'hui, le secret parisien s'incarne d'abord dans la mémoire. Une mémoire inégale, lacunaire, souvent contradictoire. Certains lieux sont surchargés de récits, d'autres semblent vides, alors qu'ils portent des couches entières d'histoires non dites. Paris est une ville où l'on passe constamment à côté de choses que l'on ne voit plus. Habiter la ville, c'est apprendre à ignorer une grande partie de ce qui l'a constituée. Le secret commence là, dans cette sélection inconsciente. Les habitants développent, souvent sans le formuler, une relation intime à certains espaces. Une rue, un immeuble, un café deviennent des repères personnels, chargés de significations invisibles pour les autres. Cette appropriation subjective crée une multitude de paris parallèles, superposés aux paris officiels. Aucun n'est centralisé, aucun n'est coordonné, mais tous participent à une forme de vie secrète de la ville. Le secret n'est plus un projet collectif conscient, mais un effet émergent. La peur, bien qu'elle ait changé de visage, n'a pas disparu. Elle n'est plus celle de la persécution religieuse ou politique, mais celle de la dissolution. Peur de perdre toute profondeur dans un monde saturé d'images. Peur que la ville devienne un décor sans épaisseur, un espace de consommation plutôt qu'un lieu de sens. Pour certains, préserver une lecture cachée de Paris devient une forme de résistance intime face à cette superficialité perçue. Les réseaux contemporains qui prolongent l'esprit des sociétés discrètes ne se présentent plus comme tels. Ils peuvent être artistiques, intellectuels, militants ou simplement amicaux. Leur point commun n'est pas un secret spectaculaire, mais une exigence de lenteur, de discrétion et de complexité. Ils refusent souvent la visibilité excessive, non pas par peur, mais par choix. À Paris,
où l'exposition permanente est devenue la norme, ne pas se montrer devient un acte signifiant. La ville numérique a paradoxalement renforcé cette dynamique. Plus l'information circule rapidement, plus il devient difficile de distinguer l'essentiel de l'anecdotique. Le secret moderne n'est plus de posséder une information rare, mais de savoir laquelle mérite attention. Cette compétence est profondément élitiste, au sens intellectuel du terme. Elle demande du temps, de l'expérience et une capacité à résister au flux. Paris, avec son rythme intense, met constamment cette capacité à l'épreuve. Les traces du passé occulte n'ont pas disparu. Elles sont toujours là, mais intégrées au paysage, neutralisées par l'habitude. Un symbole gravé, un alignement urbain, un nom de rue passent inaperçus pour la majorité. Ceux qui s'y arrêtent ne forment pas nécessairement un groupe, ils partagent parfois seulement un regard, une curiosité silencieuse. Le secret n'est plus transmis par initiation formelle, mais par résonance personnelle. Il serait toutefois erroné d'idéaliser cette situation. Le secret contemporain est fragile. Il peut se dissoudre rapidement dans la marchandisation du mystère. Paris sait vendre ses légendes. Ce qui était autrefois marginal devient attraction. Cette récupération affaiblit la profondeur du secret en le transformant en spectacle. Le mystère perd alors sa fonction transformatrice pour devenir simplement divertissement. Cette tension traverse toute la ville actuelle. Face à cette marchandisation, certains choisissent le retrait. Ils privilégient des formes d'engagement locales, discrètes, parfois invisibles. Préserver un lieu, transmettre une histoire orale, maintenir une pratique non médiatisée devient une manière de résister à l'aplatissement culturel. Ces gestes ne sont pas coordonnés, ils n'ont pas de manifeste, mais ensemble, ils maintiennent une continuité silencieuse avec les siècles précédents. La question du pouvoir se pose différemment aujourd'hui. Les sociétés secrètes historiques visaient souvent à influencer les structures dominantes. Le secret contemporain est rarement orienté vers la conquête du pouvoir. Il est défensif, protecteur. Il cherche à préserver des espaces de liberté intérieure et relationnelle dans une ville de plus en plus normée. Cette posture peut sembler modeste, mais elle est profondément politique au sens existentiel. Paris reste un terrain privilégié pour cette dynamique parce qu'elle accumule des contradictions. Ville globale et village de quartier, capitale touristique et espace de vie quotidienne, lieu de mémoire et machine à produire du présent. Cette superposition crée des interstices, des zones de frottement où le secret peut subsister. Là où tout est parfaitement cohérent, il n'y a plus de place pour l'invisible. Paris, par son incohérence même, continue de l'abriter. Les peurs contemporaines nourrissent également de nouveaux mythes. Surveillance généralisée, manipulations invisibles, algorithmes opaques. Ces récits remplacent les anciennes sociétés secrètes. Ils expriment une angoisse similaire, celle d'un pouvoir qui échappe à la compréhension individuelle. Là encore, le mythe révèle quelque chose de réel, même s'il le déforme. Il dit la difficulté à saisir des systèmes devenus trop vastes. Dans ce contexte, la véritable question n'est plus de savoir si des sociétés secrètes façonnent encore Paris, elle est de comprendre comment la ville continue de produire du secret comme une fonction naturelle. Chaque grande métropole le fait, mais Paris, à raison de son histoire accumulée, le fait avec une densité particulière. Le secret n'est plus une exception, il est une couche parmi les autres. Ce qui subsiste de la tradition occulte parisienne n'est donc pas une organisation cachée, mais une attitude. Une manière de douter des évidences, de chercher des lectures alternatives, de refuser les explications trop simples. Cette attitude ne garantit aucune vérité ultime, elle protège seulement contre l'illusion de la transparence totale. Dans un monde qui prétend tout montrer, cette protection est précieuse. Paris reste ainsi une ville à double lecture. Non pas parce qu'elle cacherait un grand plan secret, mais parce qu'elle ne peut pas être réduite à une seule interprétation. Chaque époque y laisse ses traces, visibles ou non, et chaque individu y projette ses propres questions. Le secret aujourd'hui n'est plus quelque chose que l'on découvre une fois pour toutes. C'est un rapport continu à la ville, une manière de l'habiter sans jamais prétendre l'épuiser. Ce dernier bloc referme le fil rouge de notre récit. Depuis les cultes antiques jusqu'à la ville contemporaine, Paris n'a jamais cessé de produire du secret. Non comme une anomalie, mais comme une réponse à sa propre complexité. La ville ne se livre jamais entièrement, et c'est peut-être cette résistance silencieuse qui fait encore sa force. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette traversée du Paris occulte, de ses strates visibles et invisibles, de ses silences, de ses mythes et de ses réalités. Si cette plongée dans l'histoire secrète de la ville vous a permis de porter un regard différent sur ses rues, ses monuments et ses ombres, alors le voyage a rempli son rôle.
Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce travail et découvrir d'autres histoires où le passé, le symbole et l'humain se rencontrent. Paris a encore bien des secrets à murmurer à ceux qui savent écouter.